Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de la SFAR pour cette nouvelle session podcast. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Clavier qui va nous parler des réseaux sociaux en santé. Bonjour Caroline, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Thomas Clavier, je suis praticien hospitalier au CHU de Rouen et je vais vous faire un petit topo sur comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux dans notre spécialité. Donc, tout d'abord, on va parler un peu des réseaux, des principaux réseaux, pourquoi les utiliser, quel intérêt on a à les utiliser, et finalement, comment nous, dans notre spécialité, on va les utiliser pour se former et s'informer. Et ensuite, je vous donnerai quelques petits trucs pour bien communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, de quel réseau on parle? Un réseau social, c'est un groupe d'applications qui permet la création et le partage directement géré par les utilisateurs. Donc, il y a deux gros concepts de réseaux sociaux. Il y a la messagerie instantanée, c'est les WhatsApp, les Viber, etc. Et il y a les plateformes de partage de contenu. C'est plutôt de celles-là qu'on va parler et c'est plutôt celles-là qui sont utilisées en pédagogie. Donc, les quatre principales plateformes, c'est Facebook, que tout le monde connaît, plus de 2 millions, 2 milliards d'utilisateurs. Il y a YouTube aussi, quasiment 2 milliards d'utilisateurs, Instagram et Twitter. Donc, ces quatre plateformes, c'est les plus utilisées. Ça, c'est une enquête nord-américaine de 2021. Vous voyez, il y a WhatsApp qui est en tout premier, mais sinon, c'est Facebook, Instagram, Twitter. Donc, c'est vraiment les principales applications utilisées aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce qu'on les utilise? On les utilise pour communiquer, partager son contenu, et surtout, on les utilise de plus en plus. Parce que vous voyez, ça, c'est le temps moyen, c'est le nombre global d'utilisateurs des réseaux sociaux en milliards dans le monde. Et donc, on était 2,3 milliards à utiliser les réseaux sociaux en 2016. Aujourd'hui, on est 4,2 milliards. Donc, on a quasiment doublé, en l'espace de moins de 10 ans, le nombre de gens qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, il y a à la fois le nombre de gens qui utilisent les réseaux sociaux qui ont augmenté, mais aussi la durée qu'on passe sur les réseaux sociaux, puisqu'on est passé de 1h50 en 2015 à quasiment 2h30 en 2020. Donc, il y a une augmentation très importante et du nombre d'utilisateurs et du temps que ces utilisateurs passent sur les réseaux sociaux. Et c'est même intéressant de voir que finalement, ça c'est quelque chose, c'est une image qui compare comment est-ce que les gens font pour rechercher des informations sur une marque sur Internet. Et bien en fait, soit en vert clair, petit problème de caméra, excusez-moi, soit en vert clair, on a les moteurs de recherche, soit en vert foncé, on a les réseaux sociaux. Et on voit que les 16 à 24 ans, ils veulent se renseigner sur une marque, une société, ils vont d'abord taper le nom dans les réseaux sociaux avant de les taper sur le moteur de recherche. On voit que par exemple les 55-64 ans, clairement ils utilisent Google avant Google. Pour les plus jeunes, il y a un effet gradient d'âge. Et donc en fait aujourd'hui les réseaux sociaux pour les plus jeunes, c'est la première porte d'entrée pour aller chercher une information. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des réseaux sociaux et pourquoi on peut utiliser les réseaux sociaux? Parce qu'il y a du contenu différent. Et par exemple, Instagram, c'est un réseau social très orienté vers la vidéo, la photo. C'est un réseau social assez diversifié. Twitter, c'est plutôt du texte en priorité, avec quelques vidéos courtes, quelques images. Et les utilisations vont varier. Twitter est beaucoup utilisé en biomédical comme outil de communication professionnelle, alors que par exemple Instagram, quasiment pareil, c'est un réseau personnel. Et on voit aussi qu'il y a des démographies différentes en fonction des utilisateurs de réseaux sociaux. Facebook, c'est majoritairement des femmes, YouTube, c'est majoritairement des hommes, Twitter, majoritairement des hommes. Ce n'est pas les mêmes classes d'âge, ce n'est pas les mêmes niveaux d'études. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est intéressant de consulter différents réseaux sociaux parce que c'est pas on ne trouve pas la même population dessus et donc pas du contenu qui s'adresse aux mêmes populations dessus. Donc, quel intérêt on a, nous, en médecine, à utiliser les réseaux sociaux? Donc, il y a des intérêts prouvés. Là, par exemple, c'est le nombre de citations. Cette figure-là, c'est le nombre de citations, de fois où est cité dans la littérature, et en vert, c'est le nombre de fois où il est cité sur Twitter. On voit que clairement, Twitter, c'est le réseau social
en médecine et en recherche en biologie pour communiquer et discuter. Donc, on va beaucoup parler de Twitter. Les autres aussi peuvent être utilisés, mais on va surtout parler de Twitter. Et il y a des études qui se sont intéressées à l'impact qu'avait la diffusion d'une information scientifique, d'un article sur Twitter, et 2 études randomisées qui ont montré que de façon très claire, le fait de publier et de mettre en avant un article sur Twitter augmentait son nombre de citations par rapport à un article qui n'était pas présent sur Twitter. Ça augmente sa citation dans les 2 ans qui suivent. Et donc, de façon très claire, mettre un contenu sur Twitter augmente sa visibilité. Il y a un autre réseau social qui est dédié uniquement à la recherche et à la médecine. Ça s'appelle ResearchGate. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran. Bon, c'est mon compte. Mais voilà, on peut poser une question technique, on peut démarrer une discussion sur un sujet de recherche. On a des compétences, des skills and expertise qui peuvent permettre à d'autres personnes de nous trouver ou de nous suivre. Il y a toutes les publications qu'on va mettre, voilà. Mais c'est très professionnel et très orienté vers la recherche. Ce n'est pas vraiment un réseau de formation. Donc il y a d'autres intérêts potentiels qui n'ont pas pour l'instant des très grands niveaux de preuve dans la littérature. C'est d'abord la formation, soit la formation au cours de l'internat, soit en formation continue. Ça permet de maintenir un réseau professionnel au niveau national et au niveau international, parce que c'est fait pour ça, les réseaux sociaux, c'est fait pour créer et garder du lien. Ça permet d'avoir un fil d'actualité, de se tenir au courant des nouvelles, des nouveaux articles, des évolutions de la spécialité, des formations des sociétés savantes, etc. Ça permet, si on a nous, envie de diffuser l'information, de diffuser l'information, ses opinions et ses travaux. Donc, comment est-ce que les anesthésistes animateurs français utilisent les réseaux sociaux? Ça, c'était une petite étude qu'on avait menée. C'était au-delà des anesthésistes réanimateurs. Hein, il y avait des professionnels médicaux et paramédicaux des soins critiques, globalement. Un travail qu'on avait fait pendant la pandémie Covid. Et on voyait qu'en utilisation régulière, donc c'était au moins une fois par semaine, quasiment 80% des professionnels du soin critique sont sur Facebook. Il y en a aussi beaucoup sur Instagram, beaucoup sur YouTube, un petit peu moins sur Twitter. Et on voit que c'est largement utilisé. Et quand on regarde les plus jeunes, à savoir les internes d'anesthésie, ça c'est une étude qu'on a fait l'année dernière, en 2021. Et donc sur les 300 DES d'anesthésie, réanimation, médecine périopératoire qu'on avait interrogés, on voit que 94% consultent au moins un réseau social régulièrement, donc au moins une fois par semaine, et 90% utilisent les réseaux sociaux pour se former. Essentiellement YouTube, un petit peu Facebook, Twitter et Instagram de façon anecdotique, avec un suivi finalement des sociétés savantes qui est assez important. Donc aujourd'hui, c'est un vrai outil qui est utilisé pour se former. Et quand on regarde les générations encore plus jeunes, à savoir les étudiants en médecine de France, donc ça aussi c'est une enquête de 2021, et ben vous voyez qu'il y a énormément, ils sont beaucoup à être utilisateurs des réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Instagram, on retrouve toujours un petit peu les mêmes, 30% sur Twitter aussi. Et si on leur demande à des étudiants qui ne sont pas encore dans un DES de spécialité, s'ils ont utilisé du contenu trouvé en ligne sur les réseaux sociaux pour se former à la médecine, ils sont 86% à répondre oui. Donc on voit que voilà, la formation et l'utilisation des réseaux sociaux pour se former et s'informer est de plus en plus importante. Et donc en pratique, comment est-ce qu'on va se former et s'informer sur les réseaux sociaux? Pour l'instant, il n'y a pas encore de vraies recettes. Quand on tape se former sur les réseaux sociaux dans PubMed, on voit qu'il y a un nombre croissant de citations. Il n'y a pas encore énormément de données dans la littérature pour évaluer vraiment ça comme outil de formation. Donc, le niveau débutant quand on commence sur les réseaux sociaux, c'est de suivre les sociétés savantes. Voilà, donc là, par exemple, c'est la SFAR sur Instagram ou c'est le BJA sur Twitter. Donc, on suit des sociétés savantes, on suit des grands journaux, ça permet de voir ce qui va sortir, les nouvelles de la SFAR, les nouvelles de la SFAR jeune, les derniers articles sortis dans Anesthésio ou dans le BJA. On trouve sur toutes les pages des sites, donc là, par exemple, c'est le site de la SFAR et sur le site du BJA, on va toujours trouver le lien vers le compte Twitter et ou Facebook et ou Instagram et ou YouTube avec le contenu vidéo. Et donc, on peut utiliser ça pour y accéder directement si on n'est pas très, très calé en réseaux sociaux.
Ensuite, il y a le niveau un peu plus confirmé, c'est se former avec du contenu en ligne, c'est-à-dire de faire une démarche active, d'aller chercher du contenu, et en particulier du contenu vidéo sur YouTube, par exemple. Donc là, j'ai mis deux exemples de notre spécialité, c'est Quincy Anesthésie pour la LR et puis la SFAR TV, où il y a beaucoup de vidéos, de retransmission de certaines sessions de congrès, etc. Mais il y a plein d'autres sources. Donc on peut aller chercher sur YouTube, sur Twitter, voilà un contenu particulier. On peut aussi suivre les experts d'un domaine. Ce qui est intéressant, c'est que ces experts-là vont centraliser les données concernant un thème, vont discuter, apporter une opinion qui est un petit peu différente parfois de celle qu'on peut avoir. Ça peut être fait parfois sous forme de cas cliniques et de discussion, et puis il y a une possibilité d'interaction. C'est aussi l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger. Voilà, c'est le seul endroit où on peut facilement échanger avec un expert international dans un domaine et où il va vous répondre dans les 12 heures qui suivent de façon simple. Alors, j'ai mis quelques exemples francophones de comptes qui proposent du contenu en anesthésie-réanimation. D'autres, et il y a beaucoup d'anglophones quand même. Donc, c'est mieux d'avoir une petite maîtrise de l'anglais pour vraiment profiter du contenu pédagogique posté sur les réseaux sociaux. Donc, là, c'est des exemples de cas cliniques, par exemple. On peut utiliser le hashtag qui est le hashtag pour l'auto-formation sur Internet, l'auto-formation médicale sur Internet. Donc là, on voit par exemple un cas clinique qui est présenté, un message, il va demander aux gens qui le suivent de répondre à ce sondage pour savoir qu'est-ce qu'il ferait, comme un dossier progressif en fait. Il y a un autre exemple là où David Linès, il va présenter quelque chose sur la ventilation mécanique, et il va faire tout un fil pédagogique en expliquant parfois sur 10, 15, 20, 25 messages des aspects de la ventilation mécanique. Donc ça, c'est l'exemple d'un cas clinique. C'est un peu plus rare sur Instagram, mais comme c'est un réseau qui est visuel, ça se prête pas mal à ça. Et donc là, c'est un autre exemple de cas clinique où c'est une espèce de case report en fait sur réseaux sociaux. Alors, il faut faire attention parce que ça peut sembler très séduisant, mais ça, c'est un travail qu'on avait fait sur les tests à concordance de script, c'est-à-dire l'évaluation du raisonnement médical d'un groupe qui avait eu un enseignement par WhatsApp et un groupe qui avait eu le même enseignement sur une plateforme en ligne normale. Et on voit que le niveau de raisonnement médical était quand même un petit peu moins bon chez les gens qui s'étaient auto-formés par WhatsApp que chez les internes, c'était les internes d'anesthésie-réa, qui s'étaient formés par plateforme informatique classique. Donc, il y a plein de pas que ça, et c'est pas suffisant pour apprendre la médecine. Mais même si c'est pas suffisant pour apprendre la médecine, c'est pas une raison pour faire des bêtises quand on est dessus. Et on a tendance parfois à oublier quand on est sur les réseaux sociaux, quand on s'adresse à des gens, qu'on n'est pas d'accord avec le point de vue d'un tel, que ça reste des êtres humains de l'autre côté d'un écran et qu'il faut rester correct et cordial. Parce que la médecine sur les réseaux sociaux, ça reste de la médecine, de l'interaction humaine. Et donc, les principes s'y appliquent comme dans la vie. C'est-à-dire le respect de la confraternité. Il y a des médecins en France qui ont été condamnés pour non-respect de la confraternité à cause de messages sur les réseaux sociaux. On respecte forcément le secret médical, pas d'autopublicité, et puis tout simplement du savoir-vivre. Ce d'autant qu'on a une vraie responsabilité vis-à-vis des plus jeunes, puisque ça, c'était toujours le questionnaire qu'on avait proposé à des étudiants en médecine. Et vous voyez que 4 étudiants sur 5 suivent sur les réseaux sociaux un interne ou un médecin qu'ils connaissent directement, ou non, pas forcément une connaissance personnelle, mais qui connaissent dans le cadre professionnel sur les réseaux sociaux. Donc les plus jeunes vont nous voir et nous voient. Attention aux dérives. Là, c'est plusieurs exemples de dérives. Donc, par exemple, à gauche, c'est la photo d'un cabinet c'est des photos d'un chirurgien esthétique qui a un compte qui est professionnel avec des exemples de patientes, mais il poste en même temps des good morning assez sympathiques, néanmoins qui n'ont pas grand-chose à faire sur un compte professionnel. Voilà, il y a des messages marmires qui peuvent être vus comme injurieux. Ça, c'est le groupe Facebook, ça a fait scandale il y a quelques années. C'était
Divan des médecins, je crois, je ne sais plus exactement, où voilà, il y a des médecins qui se lâchaient complètement. Je ne supporte plus les CMU, j'ai la trique en public. Voilà, des attitudes qui sont totalement inadaptées pour la part de médecins qui sont identifiables en plus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre exemple, ce qui n'est même pas un cas clinique qui est fait pour discuter d'une prise en charge ou pour expliquer aux plus jeunes. Voilà, c'est juste un médecin qui raconte sa vie globalement. Il a 60 ans, un choc hémorragique, je prends une photo du scope, etc. Je donne même une date puisque c'est le lundi 20 septembre. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué quand même, puisque quelqu'un qui a participé à la prise en charge de ce malade ou qui l'a suivi de loin peut reconnaître que ce médecin-là a pris en charge tel malade. Donc il faut quand même faire attention. Ça, c'est un travail qu'on avait fait sur la rupture du secret médical sur les réseaux sociaux. Et on voit qu'il y a à peu près 1% de rupture du secret médical sur des tweets écrits. Par contre, on arrive à quasiment 11% des photos médicales qui comportent une rupture du secret médical. Donc, c'est une dérive très facile. Et quand on regarde les étudiants en médecine, eh bien, ils sont plus d'un quart à avoir déjà posté du contenu en rapport avec leur stage hospitalier, alors que ça n'a en pratique absolument rien à faire sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quelques conseils de bon sens, le respect du secret médical, l'information des gens, et en particulier attention aux iconographies, parce que toujours, il y a des dates qui vont se glisser, des noms qui vont se glisser, des choses des particularités anatomiques qui vont rendre un patient facilement identifiable, etc. Le mieux, c'est de séparer un compte privé ou de divertissement avec un compte qui est vraiment à usage professionnel, respecter la politesse et la confraternité, et puis diffuser des informations factuelles qui ne sont pas controversées. Puisqu'on peut se poser la question de toutes ces histoires de réseaux sociaux, franchement, faire un topo de 20 minutes là-dessus, est-ce que c'est vraiment sérieux? Ce n'est pas de la vraie médecine. En pratique, on s'est rendu compte avec la pandémie Covid que si, c'est de la vraie médecine, parce que les gens communiquent sur les réseaux sociaux et les gens les utilisent pour s'informer. Les gens qui n'ont pas forcément une extrême rationalité scientifique ou qui n'ont pas forcément un discours qui est basé sur les preuves. Et donc, c'est aussi important que les gens qui ont une scientifique basée sur les preuves qui sont discutées pour argumenter soient aussi présents sur les réseaux et les utilisent pour se former, s'informer et aussi informer les autres. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Clavier, pour ce topo très intéressant qui suscite quand même de nombreuses questions chez nos internautes. Alors, finalement, toute cette quantité d'informations, ce fil d'actualité, est-ce qu'il ne se ferait pas au détriment de la qualité? Le fait, par exemple, de simplement survoler des sujets en lisant le titre ou en lisant les commentaires, par exemple? Alors, ça peut. De toute façon, c'est déjà une dérive qu'on va voir, par exemple, où on aura tendance à lire que le titre d'un article ou que l'abstract de l'article dans PubMed parce qu'on n'a pas envie de tout lire et on en tire une conclusion. Disons que je pense que c'est des bons moyens. Alors, c'est des bons moyens de se tenir au courant des actualités. Voilà, tel article est sorti. Ah, c'est un sujet qui m'intéresse, je vais aller cliquer sur le lien et voir au moins ce que dit l'abstract. C'est plus des avis que vraiment des endroits de formation. Ensuite, il y a des vrais fils de formation avec des experts qui sont reconnus dans un domaine, de la LR, de la neuroréa, qui vont faire des fils explicatifs sur Twitter, par exemple. Voilà, là, ça, c'est des gens qui ont une pratique médicale. C'est comme si on était, entre guillemets, c'est comme si on travaillait avec eux. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais forcément, ça peut mener si les gens individuellement ne font pas attention à ne juste lire les commentaires et sans aller soi-même se faire sa propre opinion. Mais ça, je ne pense pas que ce soit lié aux réseaux sociaux, je pense que c'est lié à l'attitude humaine de façon générale. Oui, très bien. Et on peut aller jusqu'à se demander finalement, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un meilleur moyen pour rester à la page en santé, en dehors de ces réseaux sociaux? Il y a les entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire créer des alertes sur PubMed, essayer de suivre les actualités sur le site d'une société savante pour voir s'il y a des nouvelles recommandations qui vont sortir ou des choses comme ça. Le réseau social est quand même l'outil de diffusion de l'information le plus rapide et le plus précoce. Donc c'est quand même là, dans la quasi-totalité des cas, que l'information arrivera en premier. Donc pour moi, c'est l'outil quand même qui permet de se tenir le mieux au courant, mais c'est un outil à savoir utiliser. Il faut bien choisir qui on suit, comment on le suit, etc.
Très bien. Bah, merci beaucoup pour ce topo. Merci pour tous vos conseils. Et puis à bientôt sur l'ASFAR. Eh ben, merci beaucoup à vous. Bonne journée.